Merci beaucoup. Distingués invités, chers collègues, chers participants, bonjour. Je suis Marie-Chantal Ouitozé et je suis très honorée au nom du secrétariat technique régional du projet Suède, CIS au bureau régional de UNFPA, de vous accueillir et de vous remercier pour votre présence à cet événement majeur dédié aux bonnes pratiques du projet Suède en tant que modèle de partenariat pour transformer la vie des femmes et des filles. Je voudrais, avant d'aller plus loin dans mon mot introductif, vous annoncer que vous avez la possibilité de suivre cet événement en français et en anglais. Vous pouvez choisir votre langue dans votre fenêtre Zoom sur l'endroit où c'est écrit interprétation avec le globe terrestre. Distingués invités, cet événement est organisé en marge de la 5e session Commission de la population et du développement qui se tient présentement à New York sur le thème de population et développement durable, une croissance économique soutenue et inclusive. En guise de contribution à cette commission, cet événement va traiter de l'approche du projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel, en anglais, Sahel's Women Empowerment and Demographic Dividend, Suède. Cette approche est multisectorielle, elle ne laisse personne à la traîne, elle cible des jeunes filles, des adolescentes et les femmes les plus vulnérables pour leur offrir le choix positif de rester à l'école, de se soigner, de travailler, de décider quand et comment fonder une famille et de poursuivre leurs rêves dans un environnement exempt d'inégalités et de violences basées sur le genre ou de pratiques néfastes. Permettez-moi, distingués invités, d'exprimer notre gratitude aux représentants des gouvernements de 13 pays qui composent le projet Suède, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad, le Congo, la Gambie, le Sénégal et le Togo, et tous les partenaires, la Banque mondiale, le Fonds des Nations unies pour la population, l'Organisation africaine de la santé, l'Union africaine et l'Agence française de développement, ainsi que tous les partenaires de mise en œuvre. Les débats de ce jour vont être modérés par Dr Joanie Bewa. Joanie est béninoise, médecin de santé publique et chercheuse spécialiste en santé sexuelle et reproductive. Elle a appuyé beaucoup d'initiatives régionales et internationales, y compris notre projet Suède. Elle est également chargée de recherche à l'école de santé publique de l'Université de Floride aux États-Unis. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente session. Je passe la parole à Dr Joanie Bewa qui va modérer la session de ce jour. Merci beaucoup. Excellent échange. Vous m'entendez? Oui, Joanie, 100%. Parfait, merci. Excellences, mesdames et messieurs, distingués panélistes et invités, je vous souhaite la bienvenue à cette session parallèle organisée par UNFPA, Afrique de l'Ouest et du Centre, dans le cadre de ce partenariat qu'est le Suède. Le Suède, en effet, a une approche innovante, multi-acteurs, multi-partenaires, multidisciplinaire pour autonomiser les filles et les femmes. Loin d'être une session parallèle ordinaire, je voudrais nous rappeler qu'aujourd'hui, le Suède veut montrer le modèle de partenariat qui a été mis en place, mais aussi la force de ce partenariat transformateur qui a pu mobiliser les partenaires pour une dynamique régionale. Je voudrais que nous retenions quelques chiffres. 90% d'adolescentes qui ont bénéficié de programmes à travers des espaces sûrs ont reporté avoir amélioré leurs connaissances en matière de grossesse précoce, mariage des enfants, violences basées sur le sexe. 2 fois, nous avons une augmentation du près de double du taux d'accouchement assisté par du personnel qualifié, de la prévalence de la contraception moderne dans certains pays cibles du partenariat. Sans plus tarder, je voudrais inviter nos distinguées et éminentes personnalités. Premièrement, je voudrais commencer avec son Excellence, Madame la directrice exécutive adjointe programme, Madame Diné Keïta, qui a servi comme ministre de la coopération et de l'intégration africaine en République de Guinée et qui apporte à travers le système des Nations Unies
plus de 30 ans d'expérience. J'ai personnellement eu l'occasion de collaborer avec elle pendant qu'elle était représentante au UNFPA au Bénin et je peux vous assurer de son engagement inconditionnel et sans faille pour les jeunes filles, les jeunes femmes et les jeunes hommes de la région. Sans plus tarder, je voudrais inviter son Excellence, Madame la Directrice exécutive adjointe. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Chère Joanie, Excellence, Madame la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté de Côte d'Ivoire, Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, de la Population et des Affaires sociales du Niger, Monsieur le coordonnateur du Suède-Mauritanie représentant le président du comité régional de pilotage Suède, Monsieur le directeur des opérations pour l'intégration régionale de la Banque mondiale, Madame la directrice régionale de l'UNFPA, Mesdames et Messieurs les directrices, directeurs, coordonnateurs et partenaires au développement, Mesdames et Messieurs, chers participants, en vous rang grades et qualités. C'est un réel plaisir pour moi de vous exprimer nos félicitations et toute notre fierté de voir fleurir les germes de l'initiative régionale, autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, symbole des engagements en faveur de la réduction des inégalités et des vulnérabilités pour la transformation de la vie des femmes et des jeunes filles. Et par-dessus tout, symbole d'un partenariat fructueux avec la Banque mondiale. Nous sommes déterminés ensemble à ne laisser aucune femme ni jeune fille de côté. Je me réjouis de constater que nous nous accordons tous sur la portée du partenariat comme la clé pour surmonter les vulnérabilités qui affectent la vie des femmes et des filles. C'est surtout le levier pour transformer leur vie et créer les conditions de faire d'elles des citoyennes actrices du développement économique et social de leur pays. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'événement de ce jour est une illustration du long chemin parcouru depuis l'appel à l'action lancé le 6 novembre 2013 à la communauté internationale en faveur de la santé reproductive des femmes et de l'éducation des filles par les chefs d'État des 6 pays fondateurs de l'initiative régionale Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. En s'engageant dans l'initiative du Suède, les dirigeants africains ont démontré leur volonté d'investir dans le capital humain de leur pays et dans des partenariats stratégiques qui renforcent l'autonomie des filles et des femmes et permettront d'utiliser au mieux le meilleur atout du continent, qu'est sa jeunesse, force motrice des transformations économiques et sociales. Dès cet appel à l'action, le Fonds des Nations Unies pour la population s'est engagé à montrer aux pays partenaires qu'à travers un paquet intégré d'actions, il est possible de repousser l'âge du mariage des filles, de les retenir plus longtemps à l'école, de permettre aux femmes, grâce au planning familial, de décider du nombre et de l'espacement des naissances et d'investir dans la santé et l'éducation des jeunes, et en particulier celle des jeunes filles. Aujourd'hui, les résultats sont tangibles et nous en sommes tous fiers. Le Suède a contribué dans les pays membres à une évolution positive des indicateurs clés. Éducation des filles, fécondité des adolescentes, planification familiale, santé de la mère et de l'enfant, rapport de dépendance des enfants et relèvement de l'âge du mariage. Les frontières des vulnérabilités et des inégalités de genre sont repoussées grâce au partenariat multidimensionnel entre les gouvernements et les partenaires techniques et financiers. Les pays sont sur le chemin de la capture du dividende démographique, gage d'accélération de la croissance économique et sociale. Certes, l'initiative Suède connaît un tournant, a vu qu'une expansion notable de 6 pays. Aujourd'hui, elle s'est élargie à 13 et très prochainement, 4 autres pays vont rejoindre le réseau qui sera porté à 17 avant la fin de l'année 2022. Les perspectives d'élargissement sont réelles. À cette phase importante du Suède, il me plaît de réitérer l'engagement du Fonds des Nations Unies pour la population à accompagner les pays en déployant une assistance technique de proximité qui soit la plus adaptée que possible aux besoins de chaque pays. Je voudrais également tirer profit de l'opportunité de cet événement pour lancer un appel à l'audace et à l'innovation. Co-créons ensemble. Nous devons porter haut nos ambitions d'élargir le nombre de bénéficiaires des interventions des projets Suède dans les pays en créant les conditions d'un passage à l'échelle qui ne laissera personne de côté.
Enfin, nous avons le devoir d'explorer les pistes de l'innovation et de la créativité pour répondre à la forte demande d'opportunités de formation professionnelle, de planification familiale, d'investissement dans l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes filles. Cependant, ne perdons pas de vue l'importance de documenter les expériences de terrain, de générer des évidences, des faits factuels qui rendent compte de la qualité des interventions, des difficultés rencontrées sur les sillons de la réussite de l'initiative Suède. C'est très important. C'est à ce prix, et seulement à ce prix, que les partenaires s'engageront plus fermement avec les gouvernements pour des succès durables dans la transformation de la vie des femmes et des jeunes filles. Je vous remercie de votre aimable attention et très bonne session. Nous vous remercions. Sans plus tarder, je voudrais inviter un autre partenaire privilégié de ce partenariat, un partenaire privilégié qu'est la Banque mondiale. Nous avons M. Mohamed Dalil Essakali, directeur opération pour l'intégration régionale en Afrique subsaharienne, Moyen-Orient et Afrique du Nord, représentant la Banque mondiale pour son allocution. Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Merci. Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires au développement et des partenaires techniques, honorables invités, distingués participants, Mesdames et Messieurs, c'est un réel plaisir pour moi en tant que responsable des opérations de la Banque mondiale pour l'intégration régionale en Afrique de prendre la parole devant vous aujourd'hui à l'occasion de cet événement important qui se tient en marge de la 55e session de la Commission Population et Développement. Permettez-moi d'abord d'exprimer mes sincères remerciements pour l'engagement de toutes les parties prenantes et surtout les gouvernements. Leur engagement pour transformer la vie des femmes et des filles en Afrique. Un développement durable et accéléré de notre continent ne peut se faire, à notre avis, sans deux choses. Premièrement, l'autonomisation des adolescentes et des jeunes femmes, qui est essentielle pour accélérer la transition démographique en Afrique. L'inégalité entre les hommes et les femmes constitue à la fois une cause profonde et une conséquence de la croissance démographique rapide dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale qui ont les taux de natalité chez les adolescentes parmi les plus élevés au monde. Le deuxième point, c'est la participation des femmes à l'économie de leur pays, qui est cruciale pour une croissance durable et inclusive. Participer à l'économie et avoir le contrôle des actifs productifs accélère le développement, aide à réduire la pauvreté et les inégalités et améliore la nutrition, la santé, la fréquentation scolaire des enfants. Autrement dit, pour améliorer les résultats du développement humain et construire une économie forte et inclusive, les filles ont besoin de poursuivre leur scolarité, repousser leur première grossesse jusqu'à l'âge adulte et accéder aux métiers porteurs de revenus, ainsi qu'aux services de crédit bancaire et financier indispensables au plein développement de leurs activités. Ces deux constats, parmi d'autres, ont abouti à la genèse du programme Suède, un programme dont on est fier à la Banque mondiale, un programme qui a été lancé sous la forme d'une initiative régionale de grande ampleur, initiée par un appel à l'action par plusieurs chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique de l'Ouest et centrale. En cours de mise en œuvre dans plusieurs pays, notamment au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Mali, en Mauritanie, au Niger, au Tchad, et par des institutions régionales telles que la Commission de l'Union africaine, ainsi que les commissions économiques régionales en Afrique. Le programme, en fait, est devenu un outil important pour concrétiser une partie de la vision de l'agenda 2063, l'Afrique
que nous voulons. Permettez-moi de souligner deux caractères innovants du programme SWED. Premièrement, c'est sa régionalité. C'est en fait pour ça que je suis là aujourd'hui en tant que responsable des aspects régionaux et de l'intégration régionale en Afrique. La régionalité est un aspect de la conception du projet et c'est ce qui le rend aussi efficace. C'est sa capacité de collaborer au-delà des frontières des pays pour relever des défis communs et coordonner le ciblage des populations les plus à risque, y compris dans les zones frontalières, afin de maximiser la portée et les résultats pour toute la région. Le deuxième aspect, c'est l'apprentissage et l'adaptation, l'expansion. Le programme a été conçu pour piloter des interventions, mesurer rigoureusement leurs impacts, les adapter selon les spécificités des pays, les contextes. Et enfin, et ce qui est plus important, c'est comment répliquer les interventions qui marchent, comment les répliquer à une plus grande échelle quand les résultats sont avérés. Plusieurs résultats concrets ont été obtenus et en même temps, cette approche d'apprentissage offre un feedback continu aux partenaires, aux pays, en vue de renforcer les interventions et atteindre les objectifs escomptés. Il faut dire que c'est ce dernier aspect qui nous interpelle aujourd'hui et nous pousse à réfléchir quelles devraient être les innovations futures du programme SWED. J'avoue que je n'ai pas de réponse, mais un forum comme notre événement aujourd'hui est idéalement placé pour mener ce type de réflexion. Quel devrait être le SWED du futur? Quelle innovation devrions-nous apporter au programme? C'est ça le défi de notre réunion aujourd'hui. Beaucoup de participants ici présents contribuent à la mise en œuvre et à l'évaluation des interventions SWED et je vous remercie de votre engagement à relever les défis qui sont, il faut le dire, difficiles. Aujourd'hui, l'investissement total de la Banque mondiale en faveur de SWED s'élève à peu près 680 millions de dollars américains. Et il est intéressant de voir que d'autres pays se sont portés candidats pour rejoindre le programme. Il s'agit notamment du Togo, du Sénégal, de la Gambie, de la République du Congo. Je voudrais saisir l'occasion pour les remercier de leur intérêt et aussi les féliciter des efforts qu'ils sont en train de mettre en œuvre pour la préparation de la prochaine phase du programme, pour laquelle nous comptons mobiliser un nouveau financement majeur. Je voudrais terminer mon propos en réitérant mes sincères remerciements à nos partenaires au développement, l'Agence française de développement et le Canada pour leur contribution au programme. Je remercie sincèrement la UNFPA et les multiples partenaires d'assistance technique pour leur appui. Et je tiens à vous assurer de l'engagement continu des équipes de la Banque mondiale pour œuvrer à vos côtés à la réalisation du plein potentiel des adolescentes et des jeunes femmes en Afrique. Je vous remercie de votre aimable attention et je vous souhaite une bonne discussion. Merci. Nous vous remercions pour votre allocution et surtout pour cet engagement majeur, commitment personnel mais aussi institutionnel qui est fait par rapport à la mise en œuvre du SWED, mais surtout à l'expansion des pays à venir. Votre appel à l'action a été entendu et surtout, je pense que les participants auront l'occasion de partager leurs commentaires, de partager aussi leur appréciation par rapport à cet engagement fort institutionnel. Je voudrais donc inviter le prochain speaker qui représente actuellement le président du comité de coordination régionale du SWED. Vous savez très bien que le SWED a un comité régional de pilotage et M. Abbas Silla est également le coordonnateur de l'UGP au niveau national en Mauritanie. Sous son leadership, un certain nombre d'actions ont été menées en Mauritanie pour pouvoir mettre l'accent sur les activités du SWED, l'autonomisation des filles et des femmes, mais aussi au niveau régional. Je vous invite, M. Abbas Silla.
Merci beaucoup, madame. Alors, donc, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les représentants des partenaires techniques, mesdames et messieurs les représentants des institutions régionales et continentales, mesdames et messieurs les représentants des organisations de la société civile, chers participants. Je voudrais tout d'abord, au nom du ministre des Affaires économiques et de la promotion du secteur productif, président du comité régional de pilotage du projet SWED, remercier les organisateurs de cet important événement et les féliciter déjà pour l'excellente mobilisation réalisée. Cette action de visibilité organisée en marge de la 55e session de la Commission de la population et du développement des Nations Unies entre en droite ligne avec les recommandations du dernier comité régional de pilotage du projet SWED tenu en mars dernier à Nouakchott. Cette 55e donc session est une occasion pour orienter et renforcer les engagements mondiaux en faveur de la population et du développement durable, en particulier une croissance économique soutenue et inclusive. C'est dans cette optique donc que le SWED a démontré avec une approche multidimensionnelle et grâce à une dynamique régionale qu'il se présente comme un exemple d'intégration régionale qui adresse les questions fondamentales de vulnérabilité des filles et des femmes que connaissent nos pays. La prédominance très jeune de nos populations présente aujourd'hui des défis importants en termes d'accès à l'éducation, à la santé, à l'emploi décent, ce qui brise notre élan de progression vers une croissance inclusive et un développement durable. Le projet SWED nous donne cette occasion historique d'extirper de la pauvreté des millions de filles et de femmes, en leur offrant des opportunités de construire un lendemain meilleur. Les résultats importants enregistrés depuis le lancement de ce projet en 2015 au niveau de chaque pays nous amènent aujourd'hui à promouvoir ce modèle et à appeler à son passage à l'échelle. Pour ce faire, nous devons continuer à compter sur nos partenaires actuels, c'est-à-dire la Banque mondiale, l'UNFPA, l'Organisation de la santé africaine, l'Union africaine, l'Agence française de développement, mais aussi et surtout développer des partenaires nouveaux pour couvrir davantage d'adolescentes et de filles dont plus de 15 millions sont en proie au phénomène de décrochage scolaire, de mariage d'enfants, de grossesse précoce dans les 13 pays du SWED actuellement. Je voudrais saisir cette occasion pour souligner l'excellent travail que ce projet est en train de faire et inviter tous les acteurs intéressés par la problématique de l'autonomisation de la femme à se joindre au mouvement du SWED pour élargir le partenariat existant et poursuivre ainsi la marche vers la capture du dividende démographique. J'en profite également pour remercier et féliciter les pays qui ont bien voulu partager avec nous aujourd'hui leur précieuse expérience et développer et à mettre en œuvre des partenaires, le partenariat qui transforme la vie des femmes et des filles. Ensemble, pour une Afrique où chaque adolescente et chaque fille a le droit et l'opportunité d'exprimer son plein potentiel. Je vous remercie. Je vous remercie pour votre allocution et je pense qu'avoir cette perspective du niveau national, mais aussi du comité régional de pilotage, donne encore plus d'engouement pour l'expansion d'autres pays. Je vous remercie pour votre allocution. Merci. Puisque nous sommes à une session très importante et une session de haut niveau, je voudrais rappeler que nous avons avec nous nous avons avec nous d'éminentes personnalités, mais nous avons la prochaine articulation de ce programme qui va nous permettre d'initier le panel de haut niveau. Ce panel de haut niveau va mettre l'accent sur le SWED comme un partenariat transformateur pour la vie, pour le bien-être des jeunes filles et des femmes. Le SWED actuellement, comme vous le savez, est mis en œuvre dans 9 pays, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, avec un potentiel d'expansion énorme. Ces éminentes personnalités de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Mali, partageront leurs perspectives sur le partenariat
avec les juristes pour l'autonomisation des femmes en matière de violence basée sur le genre, le partenariat public-privé, la collaboration multisectorielle pour l'autonomisation socio-économique des femmes et la croissance. Je voudrais d'abord introduire son Excellence, Madame la Ministre, Madame Miss Belmondo, ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté de la Côte d'Ivoire. Son Excellence, Madame la Ministre, a été vice-présidente de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire et fut secrétaire d'État auprès du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant chargé de l'autonomisation des femmes. Je vais respectueusement inviter son Excellence, Madame la Ministre, pour son allocution qui fera un accent particulier et un focus unique sur le partenariat avec les juristes pour l'autonomisation des filles et des femmes. Son Excellence, soyez la bienvenue. Est-ce que nous avons son Excellence, Madame la Ministre, avec nous? Ok, je pense que l'équipe est en train de se mettre en place. Je demande à l'audience un peu de patience pour permettre à son Excellence de nous joindre. Son Excellence, pouvez-vous nous entendre? Oui, je vous entends. Parfaitement. Vous avez la parole, Excellence, Madame la Ministre. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques, Madame la directrice régionale de l'UNFPA, chers amis de la presse, chers participants, l'initiative Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel est une réponse concertée des chefs d'État du Sahel pour réduire la vulnérabilité des femmes et des filles et assurer leur autonomisation. Cette approche vise à accélérer la transition démographique et à positionner la région de manière à capter un dividende démographique en investissant dans l'émancipation sociale et économique des femmes et jeunes filles. Ce chantier ouvert par nos gouvernants dans les domaines de l'éducation des filles et l'autonomisation des femmes et des jeunes constitue une priorité qu'il faut accélérer et étendre pour donner à nos États la chance de tirer le meilleur profit du dividende démographique et de ses retombées socio-économiques. Dans ce sens, la Côte d'Ivoire, en s'inscrivant dans cette démarche, s'engage fermement sur la voie de l'atteinte des objectifs du développement durable énoncés dans l'agenda de 2030 des Nations Unies pour le développement durable, celui de l'Union africaine 2063 et dans sa position africaine commune sur l'agenda du développement après 2015 adopté lors du sommet des chefs d'État de l'Union africaine en janvier 2014 à Addis Abeba. Mesdames et messieurs, l'efficacité des interventions développées au sein du SWED en rapport avec l'atteinte de ces résultats programmatiques pose la problématique de sa dimension multisectorielle et la nécessité de l'implication d'acteurs clés. À cet effet, il est tout à fait légitime de rechercher et de mettre en lumière la contribution des juristes dans la protection des droits des femmes et des adolescentes pour leur autonomisation. Dans le Sahel, la pratique traditionnelle néfaste à l'autonomisation des femmes qui constitue le plus grand défi à relever sont l'excision, les violences physiques, l'inégalité basée sur le genre, les mariages précoces ou forcés des enfants, des femmes, la déscolarisation des filles et des femmes dont les conséquences immédiates à moyen terme sont l'hémorragie, le tétanos, la fistule obstétricale, l'exposition à l'infection à VIH et IST, la déscolarisation des filles, la perte de confiance en soi, la honte, la révolte. En la matière, les statistiques en Côte d'Ivoire, selon l'enquête démographique de santé
de 2011-2012 et le rapport 2021 d'analyse statistique sur les violences basées sur le genre du ministère en charge de la femme, de la famille et de l'enfant, sont 36% de jeunes filles ivoiriennes sont mariées ou en union avant 18 ans. En matière de mutilation génitale, nous avons 87,9% dans le nord-ouest, 87% dans le nord et à l'ouest 73%. En 2021, sur les 3193 cas de violences basées sur le genre rapportés, 84,91 cas ont été commis sur les personnes de sexe féminin, dont 58,43% sont des filles. L'analyse des données par tranche d'âge révèle que sur les 693 cas de violence, 89,46% sont commis sur des enfants. En milieu scolaire, 754 élèves, soit 23,61%, ont été victimes de violences basées sur le genre. Les élèves des sexes féminins sont les plus touchés par les viols, dont la proportion est de 46,19%. En outre, 80% des cas de violences basées sur le genre déclarés ont pour auteur des personnes connues ou qui ont un lien avec la victime. Mesdames et messieurs, à ce stade de mon propos, il apparaît nécessaire de dire quelques mots sur les facteurs qui sont à l'origine de ces problématiques mises en exergue ci-dessous. Les facteurs prégnants expliquant la persistance de ces vulnérabilités qui menacent les investissements engagés en vue de l'autonomisation des cibles bénéficiaires du Suède tiennent notamment à l'ignorance par la communauté des textes de loi lorsqu'il existe, à défaut d'appropriation de leur contenu ou encore à la question de la répression des BBG, elle-même liée au problème de l'accessibilité des populations au système juridique et judiciaire. Ces facteurs induisent, en termes de réponse, la nécessité d'une action inclusive, concertée et multisectorielle, avec tous les acteurs clés, notamment les partenaires, avec les acteurs de l'univers du droit, pour garantir un cadre d'action favorable à l'initiative du Suède. Pour ce faire, un partenariat stratégique a été établi avec les juristes et experts en la matière. Mesdames et messieurs, la contribution des juristes devrait ainsi impacter, dans le cadre juridique national, que le dispositif juridique communautaire, vu la dimension régionale du projet. Au niveau national, l'implication active des juristes dans l'initiative Suède consiste à la mise en place d'un environnement juridique adéquat, respectueux des droits des femmes, à la santé et à l'éducation, et qui les protège contre les formes de violence basées sur le genre. Il s'agit pour les juristes d'évaluer le cadre juridique national, de mobiliser les décideurs pour leur engagement dans la réforme juridique relative à l'autonomisation des femmes et des filles, d'assurer la diffusion massive des textes de loi existants auprès des communautés pour améliorer la connaissance de la loi, faciliter son appropriation et permettre sa mise en œuvre rigoureuse et de renforcer la pression juridique sur les auteurs et complices de pratiques néfastes à la santé reproductive, notamment l'excision, les violences basées sur le genre, les inégalités basées sur le genre, les mariages précoces et forcés. Ce partenariat inclut les consultations et le dialogue entre toutes les parties prenantes, notamment les experts juridiques, les partenaires, les organisations de la société civile, les plateformes religieuses,
ainsi que d'autres acteurs clés engagés dans les réformes juridiques relatives à l'autonomisation des femmes et des filles. Dans sa dimension communautaire et au regard des priorités communes identifiées par les États partis au Suède, ce partenariat poursuivra la génération et le partage des connaissances ainsi que la mise en œuvre d'un cadre juridique commun, harmonisé, conforme aux engagements résultant des conventions régionales favorables à l'autonomisation des femmes et des filles. Aussi, il contribuera à la réalisation de leurs droits individuels et collectifs à la vie, à la santé, à l'intégration physique et corporelle, à l'éducation, à l'égalité et à la non-discrimination, à la sûreté de leurs personnes. En ce sens, il est indispensable de disposer de directives consensuelles pour la promotion des droits dans l'espace CEDEAO. À ce sujet, il convient de saluer l'action de l'Organisation ouest-africaine de la santé, qui a méthodiquement élaboré, les 4 et 5 avril dernier à Niamey, une directive sur les droits en matière de santé sexuelle et de la reproduction dans l'espace CEDEAO, qui, si elle est adoptée par les instances communautaires et transposée dans les pays membres, contribuera significativement à l'autonomisation des filles et des femmes et à la réalisation de leurs droits. Cette dynamique doit se poursuivre et par d'autres activités telles que l'élaboration des guides régionaux sur les droits à la santé sexuelle et reproductive, des missions de plaidoyer au niveau des gouvernements pour l'adoption des positions communes sur des questions majeures en lien avec le dividende démographique, notamment l'éducation des filles enceintes ou mariées, l'âge minimum du mariage, les mutilations génitales, la mise en commun de moyens de police judiciaire pour dissuader les mutilations génitales tout le long des frontières des pays à forte prévalence. La Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina. À cette étape de mon propos, je voudrais saisir l'occasion pour vous partager l'expérience ivoirienne, notamment le cas de la plateforme des juristes. À cet effet, conformément aux recommandations de l'atelier régional de Nouakchott de 2019, la Côte d'Ivoire a mis en place un groupe de travail technique dénommé équipe juridique, formalisé par un arrêté ministériel du 21 février 2022. Composé essentiellement de juristes et de personnes ressources, issus de l'administration publique et de la société civile. L'équipe juridique de Côte d'Ivoire constitue une plateforme nationale de concertation, de réflexion et d'aide à la prise de décision sur les questions juridiques majeures intéressant l'autonomisation de la femme et le dividende démographique. Ce groupe de travail technique qui fonctionne bien et dispose des plans de travail annuels budgétisés, organisés autour d'axes d'intervention, compte plusieurs actions à son actif. Aussi, dans le cadre de la vulgarisation des textes juridiques au sein des communautés cibles et du renforcement de la prise en charge juridique et judiciaire, l'équipe juridique de Côte d'Ivoire a élaboré un recueil de textes juridiques et des décisions de justice sur le mariage précoce ou forcé, les mutilations génitales, la scolarisation continue des filles et autres VBG. À cette compil de textes, commentés et en vue de faciliter les plaintes et dénonciations, a été adjoint un guide simplifié d'informations sur les procédures de saisine des organes de police judiciaire et de justice, comportant un répertoire de structures publiques et associatives intervenant dans la prévention et la prise en charge des personnes survivantes de VBG. Ces deux documents ont fait l'objet d'une remise officielle à plusieurs organisations de la société civile active dans la promotion et la défense des droits de la femme
aux ministères techniques partenaires, ainsi qu'aux applicateurs de la loi, magistrats, des localités de mise en œuvre du projet. Par ailleurs, et dans la perspective de rendre accessible aux populations le contenu de la loi, le recueil de tests et le guide simplifié d'information ont fait l'objet d'une traduction en 5 langues locales sous la supervision des membres de l'équipe juridique qui ont également élaboré, sur la base des 10 documents, des messages clés à caractère juridique destinés aux supports de communication. Ce sont d'ailleurs ces supports de communication qui sont utilisés par l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, bénéficiaire à l'initiative de l'équipe juridique d'un financement du SUED pour le projet de vulgarisation du droit et de renforcement de la prise en charge juridique et judiciaire des personnes survivantes de violences basées sur le genre, en abrégé PROPEC. Ce projet mis en œuvre dans 5 localités de la Côte d'Ivoire, qui n'est qu'à 5 mois d'exécution, enregistre déjà de bons résultats. Ce sont 2000 personnes cibles des espaces scolaires qui ont bénéficié d'informations juridiques sur les questions de violences basées sur le genre, dont 1800 filles. Plus de 5000 personnes touchées par les animations grand public sur les mariages des enfants, les violences sexuelles, les mutilations génitales, la scolarisation de la femme, 258 consultations juridiques gratuites et 10 prises en charge judiciaires offertes à des femmes et des adolescents en situation de vulnérabilité. Dans le même cadre, l'équipe juridique de Côte d'Ivoire a renforcé les capacités de 150 relais communautaires et guides religieux en détection et référencement en cas de VBG identifié vers les structures de prise en charge juridique et judiciaire. S'agissant des réformes du cadre juridique et institutionnel à initier, l'équipe, au regard du contexte national, a conduit l'élaboration des guides de plaidoyer pour l'adoption de la loi sur la santé de la reproduction, comportant un guide d'entretien et de focus group avec l'appui des spécialistes en communication pour le changement des normes sociales et de comportement. Ce document, qui détermine la stratégie de plaidoyer, son contenu et ses différents acteurs, fera très prochainement l'objet d'une remise officielle au ministère en charge de la Santé qui assure le leadership du processus d'adoption de la loi sur la santé de la reproduction en Côte d'Ivoire. Pour 2022, l'équipe juridique de Côte d'Ivoire a inscrit dans son plan en matière de réforme du cadre juridique et institutionnel l'autonomisation de la femme et de la jeune fille, l'appui au processus d'adoption de l'arrêté interministériel portant création des bureaux d'accueil genre dans les commissariats de police, les brigades de gendarmerie et les tribunaux, l'appui au plaidoyer auprès du Parlement, Assemblée nationale et Sénat pour l'adoption de la loi ivoirienne sur la santé de la reproduction. En matière de renforcement de l'accès aux droits et à la justice des cibles bénéficiaires du SUED, l'élaboration et la diffusion de la cartographie des structures de prise en charge juridique et judiciaire, l'élaboration et l'opérationnalisation des procédures opérationnelles standards pour l'uniformisation et l'harmonisation de la prise en charge juridique et judiciaire, intégrant une stratégie de dénonciation anonyme. Le renforcement de la collaboration entre applicateurs de la loi d'une part, entre applicateurs de la loi et les autres intervenants de la prise en charge holistique en matière de VBG d'autre part. En matière de renforcement des capacités de l'appareil juridique, la souscription au bénéfice des 300 magistrats ou officiers de police judiciaire des localités de mise en œuvre du SUED d'un abonnement annuel en ligne auprès du Centre national de documentation juridique pour l'accès aux tests juridiques publiés. En définitive,
l'initiative Suède est une chance pour nos États pour impulser durablement une croissance économique soutenue et une amélioration des conditions de vie des populations. Pour cela, il importe de développer une approche multisectorielle en promouvant notamment le partenariat entre les acteurs clés, dont les juristes, afin d'assurer et de garantir un environnement favorable à l'autonomisation des adolescentes et des femmes. C'est sur ces mots que je vais clore ma présentation. Je vous remercie. Nous vous remercions infiniment, Excellence, Madame la Ministre. Vous avez mis l'accent sur un certain nombre d'actions menées en Côte d'Ivoire et nous prenons vraiment note en termes d'apprentissage. Je vous en remercie infiniment. Nous allons à présent passer à son Excellence Dr Idi Ilyassou Maïnassara, ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales du Niger. Excellence, vous avez la parole et je voudrais profiter un peu avant votre prise de parole pour rappeler que nous avons une contrainte de temps puisque la plateforme sera interrompue à l'heure indiquée. Et donc, je voudrais prier les intervenants de résumer leur présentation, mais nous ferons tout le possible pour prendre les copies de ces présentations et les disséminer dans un bref futur. Donc, je voudrais, s'il vous plaît, vous demander aux distingués invités, s'il est possible, de résumer les interventions. Merci, Madame la modératrice. Je pense que vous m'entendez. Nous vous entendons très bien, Excellence, Monsieur le Ministre. Merci, Madame la directrice régionale de l'UNFPA, Mesdames et Messieurs les participants, chers collègues ministres. Permettez-moi tout d'abord de féliciter les initiateurs de cette importante rencontre et de les remercier de m'avoir invité comme panéliste autour de cette question stratégique sur le partenariat pour transformer la vie des femmes et des filles dans le Sahel. Donc, je vais m'appesantir sur le contexte et les défis du Niger, la vision du gouvernement du Niger, ainsi que les opportunités à travers le projet Suède et le partenariat public-privé. Mais quand même, c'est bon de le rappeler que le projet Suède est l'initiative de l'ancien président du Niger et qui a fait, en tout cas, de la promotion de la santé de la femme et de la capture des dividendes démographiques son cheval de bataille. Donc, c'était lui qui a négocié ce projet auprès de la Banque mondiale. Par rapport au contexte et défis au Niger, il faut noter que le Niger est en effet soumis depuis 2 décennies à une croissance rapide de sa population et de l'ordre de 3,9% par an, entraînant son doublement tous les 18 ans. Les femmes constituent 50,3% de la population et les enfants âgés de 0 à 14 ans représentent plus de la moitié de la population nigérienne, soit 51,7%. Ainsi, le pays a du mal à satisfaire ses besoins croissants avec une économie déjà mise à mal par plusieurs crises et chocs internes et externes qui se traduit par un déphasage progressif entre une croissance démographique fortement accélérée et une croissance économique plus lente. C'est un défi majeur car ces enfants et ces jeunes doivent être nourris, soignés, éduqués, formés pour devenir des adultes responsables en bonne santé, productifs de richesse sur le plan économique. Les conséquences de cette situation sont de nombreux besoins insatisfaits au sein des ménages. Les revers sociaux de cette situation démographique sont visibles dans tous les secteurs. Appauvrissement des ménages, mendicité, déscolarisation des enfants, insécurité résiduelle, migration interne et externe, urbanisation croissante, trafic et abus divers, etc. Cependant, la croissance démographique étant de plus de 3% par an, le PIB par tête du pays n'augmente que d'environ 2% par an en moyenne depuis 2010. Une telle situation a une répercussion sur les conditions de vie des femmes. La pauvreté touche 40,8% des ménages et autant de ménages dirigés par les femmes sont concernés. Celles-ci ont par ailleurs un accès beaucoup plus faible au crédit avec seulement 17,5% de leurs demandes satisfaites contre 27,4% pour les hommes. Leur accès aux opportunités d'emploi s'en trouve ainsi limité. La plupart des femmes nigériennes, notamment en milieu rural,
exercent en plus de leur activité domestique une activité économique, généralement de l'agriculture. L'autonomisation des femmes apparaît ainsi hautement stratégique dans l'agenda de développement de notre pays. Par rapport à la vision du gouvernement, qui est le deuxième point de mon intervention, donc pour relever tous ces défis, notre gouvernement a pris d'importants engagements, aussi bien au plan international qu'au plan national. Il a également instruit tous les ministères et acteurs de développement à développer des synergies d'action dans le cadre d'une démarche intégrée multisectorielle, sans oublier de mobiliser le secteur privé. Une nouvelle politique nationale de population a été adoptée pour la période 2019-2035 au Niger, qui est en parfaite cohésion avec les ODD, la SDDCI Niger 2035 et les programmes politiques des différents gouvernements qui se sont succédés de 2011 à ce jour, et les plans de développement économique et sociaux successifs. Sur le plan politico-juridique, le Niger a ratifié la plupart des conventions internationales relatives aux droits humains, comme la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la Convention relative aux droits de l'enfant qui prône l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Ces engagements internationaux ont été complétés par d'autres initiatives, en particulier l'adhésion à la plateforme pour l'action de Beijing, dont un des axes intitulé « Femmes et économie ». Ces engagements internationaux ont été complétés par d'autres initiatives, en particulier l'adhésion du Niger à la plateforme pour l'action de Beijing, dont un des axes intitulé « Femmes et économie ». Au niveau national, notre Constitution consacre également l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme, de la jeune fille et des personnes handicapées. Notre loi fondamentale leur offre également une protection contre toutes les violences basées sur le genre. Au niveau stratégique, le gouvernement s'est doté d'une nouvelle stratégie d'autonomisation économique des femmes qui mobilise différents secteurs ministériels. Acteur principal de cette stratégie, le ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant du Niger s'est vu investi des responsabilités spécifiques en sa qualité de ministère tutelle des défenses des droits des femmes. Elle est en particulier chargée d'établir des partenariats avec différents secteurs et acteurs de développement, finances, agriculture, etc. Les contributions des autres secteurs ministériels et acteurs de développement se résume en général par le soutien et le développement d'initiatives d'autorisation de la femme, création d'opportunités d'emploi pour les femmes et renforcement de la prise de conscience des communautés sur l'importance de l'autonomisation économique des femmes pour l'information, la sensibilisation, la formation et l'éducation. Madame la modératrice, enfin, par rapport aux opportunités à travers le SWED et le partenariat public-privé, il faut noter ceci. La matérialisation de l'approche multisectorielle qui s'est traduite dans la mise en œuvre au Niger du projet régional d'autonomisation des femmes au Sahel, notamment à travers son volet amélioration du niveau d'autonomie économique qui s'adresse aux femmes et jeunes filles issues des espaces sûrs âgées de 15 à 24 ans du milieu rural et périurbain. Par cette intervention, il préconise une démarche dont le processus prend en compte un paquet holistique visant l'insertion socio-économique de ces cibles dans le marché du travail et au-delà leur emploi économique et décisionnel. Ce processus part de la sensibilisation des communautés au recrutement des bénéficiaires en passant par leur formation en activités génératrices de revenus, en entrepreneuriat et en métiers sur des filières locales porteuses qui prend en compte les accompagnements pré- et post-programme, y compris les équipements, l'allègement des tâches domestiques, la constitution des groupements d'intérêt économique, les fonds de roulement et l'appui à la commercialisation. Ainsi, au niveau opérationnel, l'amélioration du niveau d'autonomie économique des femmes et des filles passe par l'insertion économique des filles et des femmes à travers des interventions multiples et complémentaires dont je vais citer quelques-unes. La mise en place d'un fonds de financement des AGR et micro-projets au profit des femmes, des jeunes filles ayant bénéficié de formations qualifiantes et en entrepreneuriat. Le financement de la participation des bénéficiaires aux foires nationales, régionales et même aux foires internationales. La formation des filles et femmes en création et gestion simplifiée des AGR
appui à la constitution des groupements d'intérêt économique et dotation des bénéficiaires en kit et fonds de démarrage des activités. L'organisation des formations qualifiantes et mise en place des mécanismes d'entrepreneuriat pour l'insertion socio-économique des bénéficiaires dans les créneaux porteurs liés aux filières locales. Il y a l'accès aux produits et services financiers en vue de faciliter la mise en œuvre des micro-projets des entreprises des filles, des femmes formées en AGR et en métier. Du lancement du projet SWED en novembre 2015 au Niger à cette date, le Niger a incontestablement enregistré des résultats très satisfaisants en matière d'autonomisation des femmes et des filles. Là également, permettez-moi de citer quelques-uns. Il faut noter que 145 516 personnes touchées sur les thématiques SWED dans les 5 régions cibles du Niger, l'engagement de 1860 chefs traditionnels, leaders religieux sur les questions de dividendes démographiques et la santé de la reproduction, qui a permis la mobilisation de 20 193 acceptrices des méthodes modernes de planification familiale, dont 10 142 nouvelles acceptrices, 320 relais communautaires et 3 174 jeunes filles touchées dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse. 21 392 adolescentes ont bénéficié d'au moins une des interventions relatives à la scolarisation. Le taux de rétention scolaire des adolescentes inscrites dans les écoles secondaires dans les zones d'intervention du projet est passé de 75% à 86% entre 2018 et 2020. 299 espaces sûrs ont été mis en place avec un total de 29 142 adolescentes recrutées et formées, dont 95% des adolescentes et femmes qui ont une connaissance adéquate des mariages des enfants, des grossesses précoces et de l'espacement des naissances. Ce sont 702 clubs de futurs maris qui ont été mis en place, soit un total de 8 688 futurs maris recrutés. 3 568 filles et femmes ont été recrutées et formées dans les différentes filières et ont bénéficié d'une dotation en kit d'installation pour leur insertion socio-économique dans les 15 centres de formation des métiers avec tous les équipements et matières d'œuvre nécessaires pour leur encadrement. Ce sont 3 142 filles et femmes formées qui ont été mises en stage professionnel dans le secteur privé qui est également porteur. Ce sont 45 communes qui ont été dotées en plateforme multifonctionnelle pour alléger les tâches ménagères des 6 568 femmes bénéficiaires et de façon directe. En ce qui concerne le partenariat public-privé, la démarche pédagogique du programme de formation en entrepreneuriat des femmes dans le cadre du projet SWED vise à donner confiance à ce groupe. Elle consiste à l'acquisition de l'esprit d'entreprise et à l'apprentissage du processus de mise en œuvre de démarrage d'une entreprise à l'aide d'ateliers de formation des femmes qui ont été mis en place au niveau de toutes ces communes que je viens de citer. Pour terminer mes propos, permettez-moi de rappeler que si le Niger concentre des efforts d'investissement importants dans la santé de la reproduction, la planification familiale et l'éducation des filles, le niveau de fécondité pourrait baisser. Avec des investissements supplémentaires dans les initiatives de santé, d'éducation et d'économie pour faciliter la création d'emplois, le Niger est susceptible de réaliser une croissance économique et bénéficier du dividende démographique. À cet effet, 4 piliers ont été définis sur la feuille de route de l'Union africaine de l'agenda 2063. L'Afrique que nous voulons d'ici 2063. Ces piliers sont étroitement liés et essentiels pour assurer l'augmentation des investissements dans la jeunesse, promouvoir le changement et placer les pays africains sur la voie de la valorisation de la croissance démographique en vue de la capture du dividende démographique. Cela appelle à des actions fortes en vue d'accélérer le processus de capture de dividende démographique, d'où cette initiative SWED qui constitue une des réponses. Ainsi, l'habilitation ou la résilience économique des femmes et des filles s'avère comme une préoccupation majeure pour notre État et ses partenaires. Donc voilà, mesdames et messieurs, de façon résumée par rapport à la situation et aux défis du Niger, et mieux par rapport à la situation sur le projet SWED, depuis son démarrage en 2015 jusqu'à cette date de début 2022. Je vous remercie.
Je vous remercie infiniment, Excellence, Monsieur le ministre, pour avoir partagé la stratégie de votre gouvernement, mais également les actions et les progrès qui sont mis en œuvre sur le terrain. J'aimerais à présent inviter M. Moussa Sidibé, coordonnateur Suède Mali, et actuellement représentant dans ce panel M. le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'aménagement du territoire et de la population, qui, M. le ministre, est aussi président du Comité national de pilotage du Suède-Mali. M. Moussa Sidibé, vous avez la parole pour quelques minutes. Merci beaucoup, Madame la modératrice. C'est vrai que c'est juste quelques minutes. Je vais essayer de faire très vite. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les représentants de structures d'institutions partenaires du Suède, chers collègues coordonnateurs, chers panélistes et chers participants. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole au nom de mon ministre de tutelle empêché pour des raisons d'agenda au niveau du gouvernement et pour participer à cette session combien importante. Je vais passer, ma communication étant disponible, je vais passer sur un certain nombre de contextes et aller rapidement en quoi le projet Suède est un projet à intervention multisectorielle. Je dirais que c'est à la fois multisectoriel, c'est multi-acteurs et au Mali et dans d'autres pays sans doute aussi, nous intervenons par paquet et sur différents espaces. À ce niveau-là, le caractère multisectoriel se manifeste au Mali par l'aspect institutionnel, en ce sens qu'il y a plus de 7 départements exactement ministériels qui sont impliqués dans la mise en œuvre du projet Suède à partir du comité national de pilotage auquel il participe pour donner les orientations, pour valider la planification et aussi travailler sur le bilan et regarder le bilan et le valider en fin d'année. Cet aspect est extrêmement important en la matière. Du coup, tous ces départements s'impliquent lorsqu'il s'agit de prendre des décisions et lorsqu'il s'agit de booster les objectifs assignés au projet Suède. Il y a aussi un autre aspect qui est l'aspect intégrateur. Nous travaillons par la combinaison de différentes interventions au niveau du projet Suède. Nous prenons l'exemple seulement de la composante 1.2 où c'est les aspects d'autonomisation économique qui sont abordés, les questions de scolarisation sont abordées, les questions de santé, de la reproduction des ados sont abordées, tout cela soutenu de façon horizontale par des actions de communication pour le changement social et comportemental. Ces interventions, nous les menons aussi par paquet, c'est-à-dire que sur un territoire donné, nous travaillons à ce que l'ensemble de ces interventions puissent se faire au même moment afin d'augmenter le nombre de bénéficiaires et justement nous attendre à des effets et à des impacts plus significatifs sur les communautés. Il y a aussi un autre aspect important sur ce projet, c'est l'intégration de ces 3 composantes mêmes. Il y a une première composante qui travaille sur comment susciter la demande et une deuxième composante qui vise à apporter les réponses adéquates aux demandes suscitées et une troisième composante qui est assez politique, qui travaille justement sur le portage politique et l'engagement et le plaidoyer. Et ces 3 composantes sont déjà intégrées depuis la conception du projet Suède. Donc, la mise en œuvre aussi se déroule dans les mêmes conditions, ce qui donne plus de chances effectivement à la réussite des actions. Sur le terrain aussi, il y a l'implication effective des collectivités territoriales, c'est important à signaler, et de l'ensemble des acteurs locaux, parce que c'est avec eux que nous décidons, que nous planifions justement sur les plus petites échelles du territoire, que nous planifions et que nous mettons en œuvre et qui nous aident aussi justement à suivre l'ensemble de nos interventions. Un autre aspect intégrateur et multi-acteur du projet Suède, c'est l'ensemble des partenaires qui sont impliqués dans le Suède. Nous avons la Banque mondiale, l'Agence française de développement, mais nous avons le FNIAP, l'OAS et bien d'autres acteurs qui accompagnent cette initiative-là. Du coup, chacun apporte ses capacités, son savoir-faire et sans oublier justement l'Union africaine qui est de plus en plus présente sur ce problème-là avec les organisations sous-régionales. Donc, l'ensemble de ces éléments évoqués sont la preuve que ce projet est multisectoriel, multi-acteur et des interventions par paquet. Très rapidement,
En quelques mots, quels sont les résultats auxquels nous sommes parvenus grâce à la combinaison de ces multiples approches? Nous avons, au niveau de l'autonomisation économique des filles, sur la première phase, obtenu des augmentations significatives du niveau de revenus qui est passé d'une augmentation de 100 à 300% par fille bénéficiaire. En matière d'éducation, de maintien des filles à l'école, plus de 25 000 filles ont été accompagnées avec une réduction drastique du taux d'abandon scolaire dans ces zones d'intervention qui est passé de 53% avant l'intervention à 2,5% à la fin de la première phase. En matière d'amélioration de la chaîne d'approvisionnement en médicaments, nous avons aussi testé un petit partenariat public-privé en miniature qui a permis de tester une chaîne d'approvisionnement avec le tout public et une chaîne d'approvisionnement avec une combinaison du public et du privé avec des résultats très significatifs en matière de baisse du taux de rupture. Sur la question d'amélioration des services aux femmes et aux enfants, nous avons déployé 323 sages-femmes sur le territoire, ce qui a permis d'augmenter de 40% de l'effectif des sages-femmes dans ces zones d'intervention, avec près de 500 000 bénéficiaires qui ont été touchés par les services rendus. Sur la composante 3, justement, l'implication de différents départements nous a permis de mettre en place assez rapidement un observatoire national du dividende démographique de façon pérenne puisqu'il a été mis par loi, créé par loi et qui participe amplement à l'ensemble de nos analyses en matière de population et de dividendes démographiques. Mesdames et messieurs, pour terminer, l'approche multisectorielle est l'une des clés essentielles pour la réussite des interventions du Suède pour créer plus d'impact au sein des communautés et sur les bénéficiaires. Enfin, nous estimons qu'il est opportun, au regard des besoins de plus en plus croissants et du fait de la forte fécondité des us et des coutumes et du niveau de pauvreté des populations, d'investir encore plus dans les activités de création d'une plus forte demande et d'offres de santé de la reproduction et de promotion de la scolarisation des filles et l'autonomisation économique. Pour plus d'impact, il s'avère utile d'élargir la couverture géographique des interventions en tirant profit des stratégies promoteuses qui sont en cours de mise en œuvre. Je vous remercie. Nous vous remercions infiniment, M. Moussa Sidibé, pour cette présentation et surtout pour l'accent particulièrement mis sur les accomplishments, les achievements au niveau national. Je pense que tous les pays peuvent continuer d'apprendre de ces expériences. J'aimerais inviter la prochaine panéliste pour nous présenter un peu sa perspective sur comment est-ce qu'on peut promouvoir le partenariat comme accélérateur de la réalisation des 3 résultats transformateurs de l'UNFPA, avec un accent particulier sur les organisations confessionnelles et les chefs traditionnels. Madame Edichi Yvette est la directrice exécutive de l'Alliance des religieux pour la santé intégrale et la promotion de la personne humaine, ARCIP en Côte d'Ivoire. Madame Yvette, vous avez la parole pour quelques minutes. Bonjour à tous. Je voudrais vous adresser les remerciements et salutations du conseil d'administration de l'ARCIP, particulièrement à Madame la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire, à la Banque mondiale, à UNFPA et à l'UCP Suède Côte d'Ivoire. Il faut dire que ARCIP a constaté qu'il y a eu beaucoup d'engagement des leaders religieux, des chefs coutumiers au niveau régional comme au niveau national depuis 2014 jusqu'à 2018. Et malgré cela, on n'a pas eu suffisamment d'actions, de communication des leaders religieux de façon continue sur les différentes thématiques relatives aux résultats transformateurs, qui fait qu'on a encore une persistance des normes sociales défavorables. Et on a, en tant que ARCIP, plateforme interconfessionnelle en Côte d'Ivoire, on a estimé opportun d'utiliser le Suède pour faire vraiment le suivi de l'engagement des leaders religieux et coutumiers. Donc, au travers d'un plaidoyer, on a pu obtenir d'eux leur adhésion à une feuille de route de suivi des engagements. Parce que le hadith rapporté par Bukhari et Muslim dit que l'imam est un berger, il est le responsable de son troupeau et lui sera demandé compte.
Donc, tout ça pour renforcer vraiment la redevabilité. Et on a constaté de plus en plus ces derniers temps que nos hautes autorités religieuses s'expriment de plus en plus publiquement sur les thématiques relatives au projet Suède. Dernièrement, le cheikh de la communauté musulmane, le président du COSIM, dans sa tournée, a sensibilisé longuement les populations sur le maintien des filles à l'école. Ce que nous avons fait, nous avons aussi renforcé les capacités des leaders religieux avec l'approche par les pairs. Je rappelle que dans le cadre du projet Suède, des leaders ont été formés au niveau de l'Université islamique Al-Azhar sur les thématiques du Suède. Donc, quand ils sont revenus, on a mis en place un pool de formateurs exclusivement des leaders religieux et coutumiers qui ont formé leurs pairs en cascade. Et aujourd'hui, on a plus de 1000 leaders religieux qui sont engagés et qui font la diffusion des messages et qui soutiennent les activités du projet Suède. On a aussi dernièrement élaboré un guide pour garantir d'abord la fiabilité du message et aussi la qualité des approches méthodologiques pour qu'on soit sûr qu'on obtienne les résultats au niveau des populations en termes de changement. Nous préparons également la restitution de la mission de Al-Azhar ici en Côte d'Ivoire pour vraiment renforcer la compréhension des thématiques, l'adhésion de l'ensemble des religieux et coutumiers aux thématiques du projet Suède. Au niveau des activités des leaders, on a, au-delà des activités traditionnelles, où on a pu toucher plus de 180 000 personnes via les sermons, les prédications, les causeries, on a développé un modèle particulier qui renforce la synergie d'action avec les autres acteurs du projet Suède. Et là, c'est vraiment au niveau terrain et qui touche les populations en termes d'offres de services. Rapidement, j'explique. On a organisé ce qu'on appelle les journées promotionnelles que nous faisons en collaboration avec les structures étatiques et les organisations de la société civile, notamment les districts sanitaires et l'association des femmes juristes, où quand le leader fait les sensibilisations, le district sanitaire est là pour offrir les services à proximité ou au sein du lieu de culte, et l'AFJCI est là aussi pour faire les consultations juridiques. À Bounzali, par exemple, on a eu au moins 20 cas de VBC identifiés, auditionnés et puis qui sont en cours de prise en charge. On a aujourd'hui plus de 3000 nouvelles utilisatrices du fait de la mobilisation par les leaders religieux. Et cela aide vraiment les populations qui sont dans les localités où elles n'ont pas accès facilement aux services de pouvoir bénéficier des services-là. L'autre chose que nous avons fait aussi, on a mis vraiment l'accent sur la communication parents-enfants pour s'assurer qu'on positionne le dialogue intergénérationnel au cœur des ménages, au cœur de la communauté pour pouvoir écouter les jeunes et prendre en compte leurs besoins, impliquer les parents dans le renforcement, le développement des capacités de ces adolescents et jeunes, vraiment en soutien à tous les services pour faire, dans le cadre du projet Suède, notamment les espaces sûrs, ce qu'ils voient dans les clubs de mari, dans les clubs de futurs maris. On a plus de 4000 parents qu'on a pu outiller, mobiliser. Plus de 2000 jeunes filles ont été aussi outillées à travers le dialogue avec leurs parents. Les leçons que nous avons apprises, c'est que c'est important vraiment de renforcer le mécanisme de suivi de proximité des leaders religieux et coutumiers formés avec des ressources humaines suffisantes si on veut assurer la fiabilité du message et la continuité des activités dans le temps. Il faut aussi favoriser le partage d'expériences entre les pays pour les différents acteurs du milieu religieux et coutumier. Je pense que le fait de procéder ainsi peut contribuer à booster et à améliorer nos différentes interventions. L'appel que nous voulons lancer, c'est vraiment d'améliorer la synergie entre les leaders et les autres acteurs, vraiment au niveau terrain, dans l'offre des services aux populations, comme le modèle que nous avons partagé, pour qu'on ait vraiment un partenariat avec les leaders religieux et coutumiers gagnant-gagnant qui transforment effectivement la vie de nos filles et de nos femmes. Et c'est important aussi d'assurer une synergie d'action avec les religieux coutumiers pour positionner le dialogue intergénérationnel au sein des ménages et des communautés pour une jeune fille compétente et gagnante en Afrique. Dieu bénisse le projet Suède. Je vous remercie. Merci, Madame Edichie Nbet Ntamo, pour ce modèle transformateur avec les leaders religieux. Puisque le Suède met les jeunes femmes, les jeunes filles, les jeunes hommes au cœur de ses interventions, j'aimerais inviter M. Ibrahim Amadou Touré, jeune leader d'Afriane, secrétaire aux relations extérieures d'Afriane Mali et secrétaire administratif financier au niveau du bureau Afriane, Afrique de l'Ouest et du Centre pour quelques minutes. Merci, Madame
Bonjour à tous, mesdames, messieurs les ministres, mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers, acteurs incontournables et infatigables pour l'autonomisation des jeunes filles et des femmes. J'aimerais citer ici particulièrement l'UNFPA. Chers responsables du Suède, monsieur le secrétaire exécutif d'Afriane, Afrique de l'Ouest et du Centre, chers jeunes d'Afrique, je vous vois très nombreux en train de nous suivre en ce moment. Honorables invités en vos rangs, grades, tout protocole respecté et observé. Je voudrais dire ici tout le bonheur qui est notre cet après-midi d'être associés à cet événement combien important pour les jeunes filles et femmes. Il nous permettra de faire le point de notre collaboration avec le Suède, de faire des recommandations pour améliorer cette collaboration et enfin lancer un appel à tous les partenaires techniques et financiers pour un renforcement et une continuité du Suède pour le plus grand bonheur des jeunes filles et femmes. Le Suède, qui est une initiative concertée des chefs d'État du Sahel pour réduire la vulnérabilité des jeunes filles et femmes et assurer leur autonomisation, qui travaille dans 9 pays qui sont tous dans l'espace d'intervention ou la zone d'intervention d'Afriane. Et pour rappel, l'Afriane est le réseau des jeunes et des adolescents pour la capture du dividende démographique, créé en 2005 à Lusaka, qui a pour objectif la capture du dividende démographique et l'autonomisation des jeunes et des adolescents selon les 4 piliers du dividende démographique. Nous existons depuis 17 ans. Nous avons un bureau régional de 11 membres, dont 7 femmes et filles, c'est important de le dire. Nous sommes dans 23 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et nous avons plusieurs centaines d'organisations de jeunesse et d'adolescents membres du réseau dans chacun des pays. Nous avons aujourd'hui une expertise reconnue sur les thématiques citées plus haut grâce justement au soutien inconditionnel de l'UNFPA qui a toujours été à nos côtés. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, nous avons la même zone d'intervention que le Suède. Nous avons les mêmes objectifs et donc Afriane se trouve aujourd'hui être le meilleur allié pour le Suède pour atteindre les résultats que nous voulons atteindre. Et donc, nous pouvons citer comme acquis rapidement une bonne collaboration avec le bureau régional du Suède qui nous a associés justement à toutes les grandes activités et en lien avec les questions d'autonomisation des jeunes filles et des femmes. Nous avons participé avec le Suède à plusieurs activités, dont la campagne Stronger Together, des campagnes de distribution de kits de dignité aux filles dans plusieurs pays, dont le Tchad, entre autres. Avant de lancer l'appel aux partenaires techniques et financiers, faute de temps, je voudrais dire un certain nombre de recommandations, n'est-ce pas, pour améliorer notre collaboration avec le Suède. Nous recommandons vivement au Suède d'insérer le maximum de jeunes dans les instances de décision du Suède, notamment dans le comité national de pilotage du Suède, et cela dans tous les pays du Suède et même dans le bureau régional du Suède. Je voudrais recommander au Suède d'impliquer les jeunes dans l'élaboration des plans d'action, parce que lorsque les jeunes ont l'impression qu'ils sont invités à la dernière minute, juste pour des fins de mobilisation, vous ne pourrez pas tirer le maximum d'eux. Et donc, tout ce que vous faites pour les jeunes, faites-le s'il vous plaît avec les jeunes, avant, pendant et même après. Nous recommandons au Suède de responsabiliser les organisations de jeunesse dans la mise en œuvre de ces activités et à tous les niveaux. Nous demandons également l'accompagnement des bureaux Afriane pays sur les activités qui vont avec les objectifs du Suède à travers l'appui à leur plan d'action. Renforcer donc la stratégie du faire-faire partout où c'est possible. Mettez les jeunes devant, aidez-les à organiser leurs activités. Et enfin, je voudrais lancer cet appel à tous les partenaires techniques et financiers, appel à l'action, au renforcement et à la continuité du Suède pour le plus grand bonheur des jeunes filles et femmes. Je voudrais demander à ce que le Suède soit renforcé et consolidé partout, dans tous les pays où il existe aujourd'hui,
et l'étendre sur les autres pays dans lesquels le Suède existe et qui sont dans la zone africaine, Afrique de l'Ouest et du Centre. Je voudrais, avant de terminer, dire à tous les jeunes qui sont ici que le Suède est une opportunité pour nous et que nous allons travailler à le renforcer. Et tout ce qui est fait pour les jeunes, qui ne se fait pas avec les jeunes, se fait contre les jeunes. Et merci de l'avoir compris en nous associant à cet événement. Je vous remercie. Merci infiniment, M. Ibrahim Touré. Je pense que votre propos est allé dans les bonnes oreilles et que UNFPA, l'allié des jeunes, continuera de demeurer l'allié des jeunes. À présent, Mme Tolotra Andrea Manana, spécialiste de programme genre et jeunes au niveau du Suède, au niveau du bureau régional de UNFPA, nous fera une petite présentation. Écoutons-la, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Excellences, Madame et Monsieur les ministres, Madame la directrice régionale de l'UNFPA, Monsieur le directeur des opérations pour l'intégration régionale de la Banque mondiale, distingués invités en vos rangs et qualités respectifs. C'est avec honneur que je prends la parole au nom de la coordination régionale du Suède auprès de l'UNFPA pour parler de cette initiative comme réponse commune à des défis nationaux et transnationaux de développement. Nous avons entendu tout à l'heure les exemples d'intervention et les résultats qui ont fait le succès du Suède. Le Suède cible en priorité les adolescentes et les jeunes filles de 10 à 19 ans vivant en majorité en milieu rural et dans les localités les plus démunies. Elles sont non scolarisées ou déscolarisées, victimes ou à risque de mariage d'enfants, de grossesse précoce et ont un faible accès aux services de santé et d'éducation aussi. Mais malheureusement, elles passent souvent entre les mailles du ciblage des programmes de développement classiques. C'est pour cette raison que le Suède a mis en place une approche multisectorielle et travaille avec différents partenaires afin d'atteindre les populations laissées pour compte et leur donner le pouvoir de prendre en main leur avenir. Cette approche consiste notamment à identifier les zones d'intervention les plus précaires avant d'y recenser les adolescentes et jeunes filles présentant les vulnérabilités citées précédemment. Suède peut actuellement atteindre plus de 3 millions d'adolescentes et de jeunes filles. Or, le nombre de celles qui sont à risque de décrochage scolaire, de mariage d'enfants et de grossesse précoce est estimé à 15 millions dans les pays suèdes. Cela justifie l'urgence de mobiliser davantage nos efforts, nos ressources et aussi les innovations pour l'autonomisation des femmes et la capture du dividende démographique. En effet, l'autonomisation du masse critique de bénéficiaires est le gage de la transition démographique et d'une croissance inclusive. Nous appelons ainsi les autorités à privilégier davantage les investissements en faveur des femmes et des filles, à adopter une approche pour ne laisser personne pour compte, à utiliser les innovations et les outils adaptés dans ce sens. Nous appelons les partenaires au développement à accompagner les efforts des gouvernements d'investir dans le capital humain, les leaders religieux et communautaires à s'engager davantage pour être les agents de changement de comportement et de pratique en faveur des droits à l'éducation, à la santé sexuelle et reproductive, mais aussi à l'autonomisation sociale et économique des femmes et des filles. Nous appelons le secteur privé à soutenir la dynamique de croissance inclusive instaurée par le Suède. Nous appelons aussi la société civile à rallier massivement le plaidoyer en faveur de l'autonomisation des femmes et des filles. Et finalement, nous appelons les universités, les institutions de formation à renforcer les contenus académiques et les recherches dans ces domaines. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous remercie, Madame Tolotra, d'être vraiment restée dans le temps. C'est infiniment apprécié. Vous savez très bien que la Banque mondiale est un partenaire privilégié de ce projet et c'est donc l'opportunité pour moi d'inviter Madame Margareta Norris-Harit, responsable des opérations chargée du projet Suède à la Banque mondiale. Merci, Madame la modératrice. Tout d'abord, je salue tous les présentateurs qui ont pris la parole et tous les participants avec qui j'ai hâte d'échanger. Je m'appelle Margareta, je suis la chargée du projet Suède au niveau de la Banque mondiale. Je voudrais commencer par rappeler que le Suède est fondé sur les principes de collaboration entre pays. Comme l'a mentionné Monsieur le ministre du Niger, le projet a été élaboré en réponse à l'appel à l'action de plusieurs chefs d'État. Les stratégies de développement de l'Afrique reconnaissent l'importance de la transition démographique et de l'autonomisation des femmes et des filles. En tant que telle, l'autonomisation des filles et des femmes est un objectif fondamentalement africain
que nous, en tant que partenaires de développement, soutenons à travers nos diverses stratégies et engagements. Dans le contexte de la collaboration transfrontalière, je voudrais approfondir les 2 innovations que mon collègue Mohamed a mentionnées dans son discours. La conception régionale du projet et son agenda d'apprentissage collectif. Il y a quelques années, une approche a été développée pour quantifier le volume de vulnérabilité. L'agence Camber Consulting, en consultation avec les pays de mise en œuvre et les partenaires de développement, y compris l'UNFPA et la Banque mondiale, a développé une méthodologie pour évaluer le volume et la concentration des adolescentes le plus à risque de mariage d'enfants, de grossesse précoce et d'abandon scolaire précoce. L'analyse n'est pas parfaite. Dans de nombreux cas, les données sont vieux, mais elle donne une estimation de l'ampleur du défi. À travers 12 pays, près de 15 millions d'adolescentes entre 10 et 19 ans sont à risque. Cela représente 77% de toutes les adolescentes de 10 à 19 ans dans les pays d'études. C'est un défi grand et partagé et bien sûr non pas limité aux 12 pays d'études. L'analyse est utilisée par les pays de mise en œuvre pour éclairer les stratégies de ciblage de pays, les stratégies de ciblage. Lorsque les cartes des pays individuels sont assemblées, plusieurs hotspots émergent autour des régions frontalières. Ce sont parfois des régions difficiles à atteindre avec des interventions. Cependant, les dimensions de la fragilité et les normes culturelles transposent souvent les frontières nationales. C'est pourquoi l'accent est mis sur la collaboration transfrontalière et la coordination régionale pour maximiser la portée et les retombées dans les pays de mise en œuvre. En coordonnant les interventions des différents côtés d'une frontière, les pays peuvent chercher collectivement à atteindre autant de bénéficiaires que possible, là où les besoins sont les plus élevés. Les interventions du projet sont les fruits d'une étude collective de preuve mondiale, des consultations régionales avec les pays de mise en œuvre et d'une collaboration multisectorielle. Certaines interventions peuvent être adoptées par tous les pays. Il existe aussi des interventions qui sont parfois pilotées dans un seul pays ou quelques pays sur le principe que l'intervention est d'intérêt commun pour plusieurs pays. Pour donner un exemple concret, lors de la préparation du Suède au Cameroun, il y a eu beaucoup de débats sur l'impact de la gestion de l'hygiène menstruelle et de la scolarisation des filles. Alors que le Cameroun était en préparation, la Mauritanie a conçu une intervention pilote qui cible à la fois les adolescentes ainsi que leur environnement pour éliminer les tabous, les barrières et les contraintes auxquelles sont confrontées les adolescentes pour gérer de manière adéquate leurs règles et améliorer leur gestion de l'hygiène menstruelle. Ces pilotes sont rigoureusement évalués en vue de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, afin que les pays de mise en œuvre puissent adopter des interventions prometteuses en conséquence. Je voudrais également mentionner un programme de leadership qui voit des leaders expérimentés d'un pays soutenir des équipes dans un pays partenaire avec la conception d'une intervention. Un goulot d'entranglement opérationnel ou stratégique. Mon collègue Moussa, qui est le coordinateur du Suède au Mali, peut en parler plus en détail, ayant facilité l'un de ses premiers échanges. Enfin, je voudrais conclure en mentionnant l'importance des observatoires du dividende démographique dans la collaboration transfrontalière. Au niveau national, les observatoires sont ancrés dans les ministères des Finances, du Développement, du Plan ou de la Population. Leur travail intègre le genre et le dividende démographique dans la planification et la budgétisation. Ils sont souvent établis par décret, jouissant ainsi d'une visibilité politique et d'une légitimité auprès des décideurs politiques. Dans le cadre de la réunion annuelle du comité régional de pilotage tenue récemment en Mauritanie, une consultation avec les communautés économiques régionales a été convoquée pour explorer et clarifier leur rôle dans la facilitation et le suivi de progrès envers l'autonomisation des filles et des femmes de leurs États membres. À la suite de cette consultation et conformément aux stratégies existantes adoptées par les États membres de l'Union africaine,
le Suède a l'intention de soutenir l'implication stratégique des unions économiques en mettant l'accent sur le développement des compétences adéquates et une approche harmonisée pour faciliter et mesurer le progrès vers l'autonomisation des filles et des femmes dans leurs États membres respectifs. Cela permettrait un suivi harmonisé sur le progrès envers l'autonomisation des filles et des femmes, ancré dans les intérêts et les responsabilités régionaux. Cela renforcerait également la capacité des institutions régionales à promouvoir et à protéger les droits des femmes et des filles et à identifier et diffuser des bonnes pratiques réalisées par les pays. C'est une entreprise ambitieuse et je salue le leadership, la vision et le travail des nombreux exécutants du projet, y compris bien sûr les présentateurs d'aujourd'hui. Merci à toutes et à tous. Je vous remercie pour cette présentation et surtout pour avoir mis l'accent sur les vulnérabilités transfrontalières qui représentent des sujets émergents, des sujets prioritaires. En synthèse, je dirais qu'on ne change pas l'équipe qui gagne et le Suède est l'équipe qui gagne. Et c'est surtout pour cette raison que nous devons mobiliser les partenaires, les ressources techniques et financières pour assurer l'expansion du Suède. On ne change pas l'équipe qui gagne. Je voudrais donc inviter une voix très autorisée pour conclure ce panel, Madame Argentina Matavel-Piquin, la directrice régionale du Bureau du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. Elle fut représentante résidente dans de nombreux pays, dont l'Inde, la Côte d'Ivoire et beaucoup d'autres pays. Madame Argentina Matavel, vous êtes une avocate des droits des jeunes et des femmes et j'ai vu vos actions sur le terrain en matière de pousser l'agenda Young People First. Vous avez la parole. Merci, Madame la modératrice. C'est pour moi vraiment un insigne honneur d'être ici aujourd'hui, témoigner un panel et un événement si fort. Excellence, Madame la ministre de la Solidarité, de la lutte contre la pauvreté de la République de Côte d'Ivoire, Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, de la Population et des Affaires sociales de la République du Niger, Monsieur le coordinateur du Suède de la Mauritanie, représentant le président du comité régional de pilotage, Son Excellence Monsieur Khan, et Monsieur le directeur des opérations pour l'intégration régionale de la Banque mondiale, cher partenaire, Madame Margareta, qui depuis le début a accompagné ces travaux ensemble quand j'étais encore dans un bureau pays. Monsieur, Mesdames les coordinateurs du projet Suède, directeurs, directrices, chers partenaires, en vos rangs, grades et qualités. Au terme de cet événement parallèle à la 55e commission de la population et développement, j'ai l'insigne honneur de vous exprimer nos remerciements de votre participation fructueuse à ce débat qui a permis de montrer la valeur ajoutée du projet Suède comme une initiative qui réduit les vulnérabilités et qui accélère l'atteinte des résultats transformateurs du plan stratégique de notre part de l'UNFPA, mais aussi de plusieurs plans nationaux et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Je tiens à remercier particulièrement aux gouvernements membres du projet Suède qui ont eu la vision et pour leur engagement concret pour l'autonomisation des femmes et maintien des adolescentes à l'école. Je tiens à remercier également les partenaires financiers et techniques, notamment la Banque mondiale, l'OAS, l'Union africaine et l'Agence française de développement, mais surtout les communautés, les membres de la société civile qui participent à ces projets jour à jour avec les communautés à la base. Nous avons constaté dans les communications de ces jours que le travail réalisé conjointement par les différents partenaires produit des résultats concrets sur la vie des femmes et des jeunes filles et que nous servons en Afrique de l'Ouest et du Centre. Grâce à ces partenariats, plus d'adolescents peuvent continuer leurs études, prendre les décisions sur leur corps et leur avenir. Plus de femmes disposent de leurs projets, de leurs propres revenus et ont le pouvoir de choisir le nombre d'enfants et décider de leur espacement ou même
d'avoir ou ne pas avoir des enfants. Les échanges menés pendant cette rencontre nous ont donné des orientations très concrètes et que nous aideront à améliorer davantage les interventions dans le projet. Votre engagement continu dans l'accompagnement de l'initiative Suède est déterminante pour renforcer et élargir ces partenariats afin d'atteindre le maximum de bénéficiaires, favorisant ainsi l'autonomisation des femmes et des filles et la capture du dividende démographique, qui gage de la réalisation des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Nous saurions compter sur votre mobilisation pour continuer ces partenariats, vraiment pour transformer la vie des femmes et des jeunes filles. De notre côté, à l'UNFPA, je répète l'engagement de la sous-secrétaire générale des Nations Unies, qui est la directrice exécutive adjointe de l'UNFPA, Dr Keita, qui nous a fait l'honneur de nous joindre plus tôt. Je réitère son engagement à redoubler nos efforts à l'UNFPA pour l'accompagnement technique effectif des pays membres du Suède pour l'atteinte des résultats attendus. Et on a bien entendu le défi mis par la Banque mondiale que nous devrons tous chercher les accélérateurs, les actions d'accélération et des innovations pour vraiment mener les projets à atteindre les résultats espérés. Encore une fois, je remercie à tous et à toutes, spécialement à vous aussi, Madame la modératrice, pour nous avoir menés et conduits dans ces débats fructueux aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la directrice régionale, et c'est donc sur ces mots, sur cet engagement, sur les renforcements de votre appel à l'action que nous allons conclure cette session pour nous assurer que nous restons dans le temps. Le Suède est l'équipe qui gagne et on ne change pas l'équipe qui gagne. Mobilisons les ressources, mobilisons les talents, mobilisons les expertises, identifions les accélérateurs de résultats et d'impact pour pouvoir assurer l'expansion immédiate, l'expansion effective du Suède pour un impact remarquable au service de nos communautés. Je vous remercie et bonne suite de journée. Merci, au revoir. Je ne sais pas si Jacob ou l'équipe voudrait prendre une photo. S'il y a des collègues qui veulent garder leur vidéo on, peut-être l'équipe pourrait prendre une photo, s'ils le désirent, bien sûr. C'est optionnel. Oui, exactement. Pour ceux qui peuvent mettre la vidéo pour la capture d'écran, on a quand même pris quelques captures d'écran, mais pour quelques minutes encore, ça fera du bien. Merci, Jacob. Super. Merci à toutes et à tous. Très bien. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. C'était bonne fin de journée. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci, c'est très riche, vraiment. Merci. Merci, au revoir.